Bonjour, amis des Celtes. Aujourd'hui, nous faisons un petit interlude pour vous présenter un peu nos amis et surtout pour faire le point. Nous avons fait maintenant 4 vidéos où nous avons présenté les Celtes de chez nous, c'est-à-dire ceux qui sont du Mont-Vully et du Latinium et de l'Athènes, c'est-à-dire aussi, pour les situer dans l'époque, environ 60, moins 60 avant Jésus-Christ, c'est le deuxième âge du fer. Alors, pour que ce soit bien éclairci, on voulait vous dire aussi que nous avons fait un site et que ce site s'appelle COG. Le Celte Rouge, Peuple Premier, vous pouvez nous trouver. C'est un blog qui existe, vous pouvez nous faire des commentaires, vous pouvez faire comme ça vous arrange, et puis on a aussi mis nos sources et tout pour que ce soit agréable pour vous. Si vous avez des choses qui vous ont plu dans nos vidéos, vous pouvez retrouver certaines informations supplémentaires. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme si on vous faisait une petite fête pour le printemps. Vous voyez, on a apporté un phare breton, c'est-à-dire un gâteau fait vraiment à la méthode celte. Vous voyez, il ne faut pas croire qu'il est brûlé, il est normal. Il est fait avec des œufs, du miel et de la farine de seigle complète. C'est ce qui peut se rapprocher plus que ce que pouvaient manger les Celtes à l'époque, les Bretons bien sûr. On a aussi amené un peu d'hydromel pour qu'on puisse boire, et puis des fruits parce que les Celtes aiment la nature. Alors aujourd'hui, puisque c'est une petite journée d'hommage, on va passer à travers toutes ces informations que nous avons là. Première personne, moins 6000 ans avant Jésus-Christ, que nous aimerions vous présenter, c'est Manu. Manu qui a fait la loi de Manu, c'est-à-dire en gros l'équilibre et l'harmonie. Voilà. Alors ça, c'est le beau Manu. C'est comme ça qu'il était représenté avec ce demi-yoga, sa belle barbe et sa position de main un peu bénissante. Très jolie, très belle représentation de Manu. Ici, nous vous avons mis il y a eu à un certain moment une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de Kurgan. Cette hypothèse qui a été préparée par Madame Gimbuta prévoit que nous ne sommes pas directement indo-européens, mais indo-européens quand même, dans le sens que nous sommes surtout arrivés dans ces régions-là de la Scythie, et ensuite nous avons plus ou moins progressé vers l'Europe, et c'est de là que nous sommes vraiment originaires au bord de cette magnifique mer Noire, peut-être du côté des Tatars ici, vous voyez, ici, ou alors depuis la Crimée. Voilà, ça c'est un peu ce qui serait effectivement l'origine de notre peuple premier. Voilà. Ensuite, ici, on vous a mis le dieu celte par excellence, c'est-à-dire Kuneros. Ici, il est représenté sur le chaudron de Gundrup, là-bas au Danemark. Voilà, vous voyez, il est toujours avec cette position yoga. Il tient le serpent, il n'a peur de rien, il a une torque dans la main, ce que savent faire d'ailleurs les métallurgistes de chez nous, je veux dire de l'Athènes, ils savaient faire des torques. C'est un genre de collier ou de bracelet. Il y a des autres animaux tout autour parce qu'il est le maître de la nature. Ici, c'est une représentation plus tardive où on peut voir qu'il est toujours dans c'est ça qui nous a intéressés, dans cette position de yoga, mais déjà on sent très fortement la présence romaine. Vous voyez la position des statues, le petit chapiteau, etc. Mais c'est lui notre Dieu de la nature, le Dieu de la nature vivante. Voilà. Ici, c'est un des premiers tumulus
là-bas à Kourgan. Voilà comment on enterrait les gens. Vous voyez, ça c'est une tombe pour un grand chef Kourgan. Alors voilà, ici, il était enterré ici. Et voilà tout comme on y a retrouvé et tout. Vous pouvez voir la beauté et surtout l'architecture un peu extraordinaire qui donne un côté très vivant, un peu un côté... c'est très magique comme chose. Celui, dans les premiers que nous allons maintenant saluer, celui-ci, c'est celui qui s'est intéressé vraiment aux Indo-Européens. C'est M. Dumézil. Alors vous voyez, il y a un peu un désordre, c'est magnifique, tout tient debout quand même, il n'a pas été écrasé par ses livres, et c'est un personnage extraordinaire. Il a beaucoup écrit sur les Indo-Européens. Ici, un autre savant qui nous a beaucoup plu et qui est dans la nature avec son oiseau sur son épaule, c'est Claude Lévi-Strauss. Vous voyez comme il est bien. Nous avons retenu de chez lui tout ce qu'il a écrit sur la mythologie, même s'il a été beaucoup chez des peuples premiers en Amazonie ou même en Amérique du Nord, chez les Amérindiens. C'est très intéressant ce qu'il a écrit, ça nous a appris beaucoup sur le cru et le cuit, sur la façon dont on prend comment on prend le feu, comment on l'appréhende, etc. Très important, magnifique. Ici, c'est Paul Jorion. Quand il était jeune, il a été, lui, sur une île près de Ouessant qui s'appelle l'île de Ouat. Et sur cette île, il était un jeune pêcheur, il a appris la pêche, mais surtout, il était archéologue, jeune archéologue. Il a fait toute l'archéologie de cette île où les pêcheurs étaient en quelque sorte des descendants celtes. Un autre qu'il faut aussi saluer, c'est Jean Epstein, parce que Jean Epstein a tout filmé cette région où a été Paul Jorion. Jean Epstein a filmé les chants des marins bretons, et c'est des mélopées extraordinaires. C'était un grand génie du cinéma. Il a fait des choses magnifiques. Il était né en Pologne, il a étudié en Suisse et il s'intéressait naturellement aussi aux Celtes. Ici, nous avons un autre personnage très important pour nous aussi, pour faire nos recherches, c'est Charles Mopsic, un grand kabbaliste. On a appris plein de choses à travers la Kabbale, notamment comment étaient venus certains interdits dans le monde hébraïque et tout, qui montrent à quel point déjà, à notre époque, moins 60 avant Jésus-Christ, les gens réfléchissaient déjà énormément sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils mangeaient, même s'ils n'étaient pas confrontés au capitalisme des Romains et qu'ils ont refusé ce capitalisme romain, parce que finalement, ils n'en avaient pas besoin, ils pouvaient vivre avec ce qu'ils avaient, ils savaient faire des choses, ils pouvaient s'y échanger, ils pouvaient donner, c'était quand même un autre monde. Alors on peut le retrouver un peu à travers les écrits de Charles Mopsic. Ici, très sympathique, avec sa petite barbe, vous voyez, ici c'est Marc-Alain Waknin, un philosophe juif également, très intéressant, parce que lui, il nous a permis de comprendre la méditation hébraïque, ce qui nous montre que même à l'époque, même les nôtres, les Celtes, pouvaient aussi pratiquer cette forme de méditation. Très bien. Et voilà un Suisse, Ferdinand de Saussure, qui a été un très grand spécialiste du sanskrit. À un certain moment, il devient le premier grand linguiste du monde. C'est lui qui, avec Jacobson, va constituer la linguistique, etc. On a de lui encore un traité de linguistique, mais comme il s'est donné la peine d'étudier très fortement le sanskrit, c'est à travers lui
Et grâce à lui, grâce à ces notes, on peut comprendre certains mots qui nous sont acquis en français comme une langue indo-européenne et toutes ces recherches ont été très importantes. Même les recherches qu'il a faites dans la sémiotique sont des choses importantes. Bon, au milieu de tout ça, il a dû s'interrompre pour aider son père qui était banquier, mais malgré tout, il reste un personnage très sympathique qui était l'arrière-petit-fils de Horace Bénédicte de Saussure, l'alpiniste qui a conquis le Mont Blanc. Voilà un vrai Celte breton, qui nous a donné la recette du phare, c'est Monsieur Bréquillien. Monsieur Bréquillien, c'est un très grand monsieur du peuple celte, et il a écrit beaucoup sur les Celtes, il est breton lui-même, nous le félicitons et nous lui rendons hommage ici. Et pour finir, voilà notre ami Mundia Kepanga, qui lui vit dans une tribu en Papouasie. Il est le grand défenseur des arbres. Vous voyez ici avec son magnifique chapeau avec des plumes de l'oiseau qu'on dit l'oiseau du paradis. Lui-même, il a été dans le monde entier pour demander qu'on protège les arbres qui sont dans sa forêt, parce qu'il vit dans la forêt une tribu qui s'appelle les Hutti, à laquelle nous autres Celtes, nous aimerions par jumelage, puisque ça existe même pour les villes aujourd'hui, eh bien nous-mêmes, nous aimerions nous jumeler avec lui. C'est un personnage magnifique. Merci Mundia Kepanga. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, ça vous donne un peu une idée pour vous situer dans le travail que nous faisons et que nous allons continuer de faire. Nous allons développer tout la nourriture, comme vous auriez ici, mais aussi l'habitat, tout ce qui concerne la vie des Celtes. Nous allons continuer chaque semaine à vous donner une petite vidéo à ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et merci, amis des Celtes, merci d'être avec nous.